Le 5 janvier 1066, Édouard le Confesseur meurt sans héritier direct. Ce roi anglais, connu pour sa piété et sa faiblesse politique, laisse derrière lui un vide qui va déclencher l'une des guerres de succession les plus brutales de l'histoire médiévale. Le problème est simple. 3 hommes réclament le trône d'Angleterre, et chacun possède des arguments qui justifient ses prétentions. Harold Godwinson, le plus puissant comte d'Angleterre et beau-frère du roi défunt, se fait immédiatement couronner par le Witan, l'Assemblée des nobles anglais. Il règne sur le Wessex, dispose d'une armée solide et contrôle la majorité du pays. Pour lui, la succession coule de source. Il était le conseiller principal d'Édouard et l'homme fort du royaume depuis des années. À travers la Manche, Guillaume, duc de Normandie, hurle à la trahison. Édouard lui aurait promis le trône une quinzaine d'années plus tôt, lors d'un séjour en Normandie. Guillaume affirme même qu'Harold lui-même aurait juré fidélité en 1084 lors d'une visite en France qui tourne au cauchemar pour le noble anglais. Capturé par un baron local, Harold doit être libéré par Guillaume, qui profite de la situation pour lui arracher un serment sur des reliques sacrées. Harold jure de soutenir les droits de Guillaume au trône d'Angleterre. Ce serment, qu'Harold prétendra plus tard avoir donné sous contrainte, devient l'arme diplomatique de Guillaume. Le 3e prétendant, Harald Hardrada, roi de Norvège, base sa revendication sur un accord ancien entre son prédécesseur et Hardeknud, ancien roi d'Angleterre d'origine danoise. Harald, dont le surnom signifie « le sévère », possède une réputation terrifiante de guerrier impitoyable. Il a passé sa vie à combattre aux 4 coins du monde, de Constantinople à la Scandinavie, accumulant richesse et expérience militaire. Le duc normand ne perd pas une seconde. Il contacte immédiatement le pape Alexandre II pour obtenir son soutien. L'argument est solide. Harold a rompu un serment sacré sur des reliques. Le pape, voyant une opportunité d'étendre l'influence de Rome en Angleterre, accorde sa bénédiction à Guillaume et lui envoie une bannière pontificale. Cette approbation transforme l'expédition militaire en croisade sainte. Les chevaliers affluent de toute l'Europe pour rejoindre Guillaume, attirés par la promesse de terres anglaises et la chance de combattre sous l'étendard du pape. Guillaume ordonne la construction d'une flotte colossale. Les charpentiers normands travaillent jour et nuit durant tout l'été 1066. Des centaines de navires sortent des chantiers navals le long de la côte normande. Ces bateaux doivent transporter non seulement des milliers de soldats, mais aussi des chevaux de guerre, des armes, des provisions et tout le matériel nécessaire pour une invasion en règle. Le duc rassemble une armée impressionnante. Il recrute des chevaliers de Bretagne, de Flandre, de France et d'Italie. Ces hommes viennent pour la gloire, pour l'argent, pour l'aventure. Guillaume leur promet des domaines en Angleterre, et cette promesse attire les guerriers les plus redoutables d'Europe. L'armée normande compte environ 7000 hommes, cavaliers lourds, archers, fantassins. La cavalerie constitue l'arme principale de Guillaume, avec des chevaliers montés sur de puissants destriers, équipés de lances, d'épées et de cottes de mailles. Mais la nature contrarie ses plans. Les vents soufflent du nord pendant des semaines, clouant la flotte au port. Guillaume attend à Dives-sur-Mer, puis déplace ses navires à Saint-Valery-sur-Somme pour raccourcir la traversée. Les semaines passent. L'armée consomme les provisions. Les hommes s'impatientent. Guillaume organise des processions religieuses, fait sortir les reliques de Saint-Valery pour prier pour un changement de vent. Le duc commence à craindre que son expédition ne tourne au désastre avant même d'avoir quitté le continent. Pendant ce temps, Harold fait face à une menace plus immédiate. En septembre, Harald Hardrada débarque dans le Yorkshire avec une flotte de 300 navires et une armée d'environ 10 000 hommes. Le roi norvégien a conclu une alliance avec Tostig Godwinson, le propre frère d'Harold, exilé d'Angleterre après avoir été chassé de son comté de Northumbrie pour tyrannie. Tostig brûle de vengeance et guide les Vikings vers les meilleures cibles. La flotte norvégienne remonte la rivière Ouse. Les Vikings pillent et massacrent sur leur passage. Le 20 septembre, ils écrasent les forces locales à la bataille de Fulford, aux portes de la ville d'York. Les comtes Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie tentent de défendre la région avec leurs troupes, mais l'expérience militaire des Vikings fait la différence. Les Norvégiens tuent des centaines d'Anglais et s'emparent de la ville. York se rend sans combattre, préférant payer un tribut plutôt que subir les horreurs d'un sac. Harold apprend la nouvelle alors qu'il surveille la côte sud, guettant l'arrivée de Guillaume. Il doit prendre une décision immédiate,
rester au sud et attendre les Normands ou foncer au nord affronter les Vikings. Il choisit d'agir. Le roi anglais ordonne à son armée de marcher vers le nord à une vitesse incroyable. En 4 jours, ses troupes parcourent plus de 300 kilomètres, un exploit logistique remarquable pour l'époque. Le 25 septembre, Harold arrive à Stamford Bridge, à une dizaine de kilomètres à l'est d'York. Les Norvégiens ne s'attendent pas à le voir si vite. Harald Hardrada et Tostig ont laissé une partie de leur équipement et de leurs armures sur leur navire. La chaleur inhabituelle de ce mois de septembre les a poussés à voyager légers. Quand ils aperçoivent l'armée anglaise qui approche, ils réalisent qu'ils vont devoir combattre sans être complètement équipés. La bataille de Stamford Bridge devient un carnage. Les récits racontent qu'un seul guerrier viking tient le pont pendant un long moment, tuant des dizaines d'Anglais, avant qu'un soldat ne passe sous le pont dans une barque et ne le transperce par en dessous avec sa lance. Une fois le pont franchi, les Anglais submergent les Vikings. Le combat fait rage pendant des heures. Harald Hardrada meurt d'une flèche dans la gorge. Tostig refuse de se rendre et périt également. Les Anglais massacrent presque toute l'armée norvégienne. Des 300 navires qui sont arrivés, seulement 24 repartent en Norvège. Harold a remporté une victoire écrasante, mais son armée paie un prix élevé. Des centaines de ses meilleurs guerriers sont morts ou blessés. Les survivants sont épuisés par la bataille et par la marche forcée depuis le sud. Le roi anglais n'a pas le temps de savourer sa victoire. Le 27 septembre, 2 jours après Stamford Bridge, le vent tourne enfin dans la Manche. Guillaume ordonne immédiatement l'embarquement. Dans la nuit, sa flotte traverse la Manche sans rencontrer de résistance. La marine anglaise, qui aurait pu intercepter l'invasion, a été dispersée quelques semaines plus tôt à cause du manque de provisions. Harold avait été forcé de renvoyer ses navires et ses troupes côtières après des mois de surveillance infructueuse. Les Normands débarquent à Pevensey, sur la côte sud de l'Angleterre, le 28 septembre. Les soldats descendent des navires sans opposition. Guillaume fait construire un château en bois préfabriqué qu'ils ont apporté en pièces détachées. Cette fortification fournit une base sécurisée pour l'armée normande. Les troupes pillent la région environnante, réquisitionnent du bétail et des provisions, brûlent des fermes. Guillaume veut forcer Harold à descendre du nord et à combattre rapidement, avant que l'armée normande ne soit affaiblie par le manque de ravitaillement ou par les maladies. La nouvelle du débarquement atteint Harold le 1er octobre, alors qu'il célèbre encore sa victoire contre les Norvégiens à York. Le roi anglais doit maintenant affronter une deuxième invasion en moins de 3 semaines. Il ordonne immédiatement à son armée de marcher vers le sud. Une fois de plus, ses hommes parcourent des centaines de kilomètres en quelques jours. Harold arrive à Londres le 6 octobre et commence à rassembler des renforts. Plusieurs de ses conseillers lui demandent d'attendre. L'armée est épuisée. Les meilleurs guerriers, les housecarls, garde personnelle du roi composée de soldats professionnels équipés de lourdes haches de bataille, ont subi des pertes importantes à Stamford Bridge. Les comtes Edwin et Morcar, qui ont survécu à la défaite de Fulford, remontent lentement du nord avec les restes de leurs armées. Harold pourrait attendre quelques semaines, reconstituer ses forces, affamer les Normands sur la côte. Mais Harold refuse. Guillaume pille les terres du Sussex, qui appartiennent personnellement au roi anglais. Chaque jour qui passe, davantage de fermes brûlent, davantage de paysans meurent. Le roi ne peut pas laisser l'envahisseur dévaster son territoire sans réagir. Il y a aussi une dimension psychologique. Harold vient de détruire l'armée de l'un des plus grands guerriers d'Europe. Il se sent invincible. Il veut écraser Guillaume aussi rapidement qu'il a écrasé Harald Hardrada. Le 11 octobre, Harold quitte Londres avec son armée. Il marche vers le sud et établit son camp sur une colline près de Hastings, à environ 11 km du campement normand. L'armée anglaise compte entre 7 et 8 000 hommes. Harold occupe une position défensive excellente. Ses troupes contrôlent le sommet d'une crête avec leurs flancs protégés par des terrains difficiles. Pour atteindre les Anglais, les Normands devront gravir une pente raide sous une pluie de projectiles. Guillaume apprend rapidement l'arrivée d'Harold. Le duc normand sait qu'il doit attaquer maintenant. Chaque jour qui passe renforce l'armée anglaise, tandis que la sienne reste isolée sur une côte hostile, sans possibilité de recevoir des renforts. Si Harold attend trop longtemps, si l'hiver arrive, l'invasion normande tournera au désastre.
Dans la nuit du 13 au 14 octobre, les deux armées se préparent. Les Normands entendent les chants et les cris des Anglais, qui boivent et festoient sur leurs collines. Les Anglais entendent les prières des Normands, qui passent la nuit en confession et en communion, se préparant spirituellement pour la bataille du lendemain. Guillaume fait circuler parmi ses hommes les reliques sacrées qu'il a apportées de Normandie. Il rappelle à ses chevaliers qu'ils combattent avec la bénédiction du pape, que Dieu est de leur côté. Harold dispose son armée en formation défensive sur la crête. Au centre, il place ses meilleurs guerriers, les huscarls, équipés de leurs terrifiantes haches de guerre à double tranchant. Ces armes, maniées à deux mains, peuvent trancher un cheval en deux ou briser un bouclier d'un seul coup. Autour des huscarls, Harold rassemble le fyrd, la milice locale composée de paysans armés de lances, de haches et de boucliers. L'armée anglaise forme un mur de boucliers continu sur toute la longueur de la crête. La tactique d'Harold est simple, tenir la position. L'armée anglaise n'a pas de cavalerie significative. Les nobles anglo-saxons combattent à pied, aux côtés de leurs hommes. Les Anglais excellent dans la défense statique. Leur mur de boucliers, s'il reste intact, devrait pouvoir repousser n'importe quelle attaque. Harold espère que Guillaume, incapable de percer les défenses anglaises, sera finalement forcé de battre en retraite ou de mourir de faim sur la côte. Guillaume divise son armée en 3 corps. À gauche, il place les Bretons sous les ordres du comte Alain Leroux. Au centre, il commande personnellement les Normands. À droite, il positionne les mercenaires français et flamands sous le commandement d'Eustache de Boulogne. Chaque corps est organisé en 3 lignes. Les archers en première ligne, l'infanterie lourde en deuxième ligne et la cavalerie en troisième ligne. L'aube se lève sur la campagne du Sussex. Un ciel gris annonce une journée froide d'automne. La bataille commence vers 9 heures du matin. Guillaume lance ses archers en avant. Des milliers de flèches s'élèvent dans le ciel et retombent sur les lignes anglaises. Mais les Anglais, protégés par leurs boucliers et par leur position en hauteur, subissent peu de pertes. Les flèches se plantent dans les boucliers en bois, quelques hommes tombent, mais le mur de boucliers tient bon. Guillaume ordonne alors à son infanterie d'attaquer. Les fantassins normands gravissent la pente en hurlant. Ils portent des cottes de mailles, des casques coniques avec des protège-nez, des épées et des lances. Au sommet de la colline, les Anglais les attendent en silence, leurs boucliers serrés les uns contre les autres. Quand les Normands arrivent à portée, les huscarls frappent avec leurs haches. Les lames énormes brisent les armures, tuent les chevaux, écrasent les crânes. Les fantassins normands ne peuvent pas percer la ligne anglaise. Après un combat acharné, ils reculent, laissant des dizaines de morts sur la pente. Guillaume lance sa cavalerie. Les chevaliers normands, montés sur leurs destriers, chargent la colline. Ils espèrent briser le mur de boucliers par la force pure de leur impact. Mais les chevaux ont du mal à gravir la pente raide. Quand ils atteignent les lignes anglaises, les huscarls massacrent les montures. Les chevaux s'effondrent, projetant leurs cavaliers au sol. Les Anglais achèvent les chevaliers tombés. La première charge de cavalerie échoue complètement. Sur l'aile gauche, les Bretons subissent des pertes terribles. Ils commencent à battre en retraite. Certains fuient la colline en désordre. Une partie des Anglais, voyant l'ennemi fuir, brise la formation et descend la colline pour poursuivre les Bretons. C'est exactement ce que Guillaume attendait. Le duc normand voit immédiatement l'opportunité. Il crie des ordres à ses chevaliers. La cavalerie normande fait volte-face et charge les Anglais isolés dans la plaine. Les paysans du Fyrd, séparés du reste de l'armée, n'ont aucune chance contre la cavalerie lourde. Les chevaliers les massacrent en quelques minutes. Des centaines d'Anglais meurent avant de pouvoir regagner leur position sur la colline. Harold comprend le danger. Il ordonne à ses hommes de tenir la ligne, de ne pas poursuivre l'ennemi. Mais le mal est fait. Son armée a perdu plusieurs centaines d'hommes et son mur de boucliers commence à montrer des failles. La bataille entre dans sa phase la plus brutale. Guillaume ordonne attaque sur attaque. Les Normands montent la colline, combattent les Anglais, reculent, reforment leurs rangs et attaquent à nouveau. Les archers tirent leurs flèches en tir parabolique pour passer au-dessus du mur de boucliers et frapper les Anglais derrière la première ligne. L'infanterie martèle les défenses anglaises sans relâche. La cavalerie cherche des points faibles dans la formation ennemie. Les Normands utilisent maintenant consciemment la tactique de la fausse retraite. Ils simulent la panique et fuient la colline en désordre.
Chaque fois, une partie des Anglais tombe dans le piège et descend poursuivre l'ennemi. Chaque fois, la cavalerie normande se retourne et massacre les Anglais isolés. La tactique fonctionne à répétition parce que les soldats du Firth ne sont pas des professionnels. Ils ne peuvent pas résister à la tentation de poursuivre un ennemi en fuite. Au fil des heures, le mur de boucliers anglais se dégrade. Les pertes s'accumulent. Les hommes épuisés par la marche depuis le nord, affamés, assoiffés, commencent à faiblir. Les Huscarls continuent de se battre avec une férocité impressionnante, mais leur nombre diminue. Harold tente de maintenir ses lignes, mais il voit bien que son armée s'effrite lentement. Guillaume mène ses troupes avec un courage extraordinaire. À un moment de la bataille, une rumeur circule qu'il a été tué. L'armée normande commence à flancher. Guillaume arrache son casque, galope devant ses lignes et crie « Regardez-moi, je suis vivant et avec l'aide de Dieu, je vaincrai !» Sa présence et son courage redonnent du moral à ses troupes. La bataille dure depuis des heures. Le soleil commence à descendre vers l'horizon. Les deux armées sont épuisées. Des milliers de corps jonchent la colline. Les Normands ont subi des pertes énormes, mais ils continuent d'attaquer. Les Anglais tiennent toujours leur position, mais leur formation n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était le matin. Vers la fin de l'après-midi, Harold subit une blessure mortelle. Les sources divergent sur les circonstances exactes de sa mort. La tapisserie de Bayeux, brodée après la bataille pour célébrer la victoire normande, montre deux scènes. Un homme avec une flèche dans l'œil et un chevalier abattant un guerrier à l'épée. Les historiens débattent depuis des siècles pour savoir laquelle de ces scènes représente vraiment la mort d'Harold. La version la plus célèbre raconte qu'une flèche tirée en hauteur retombe et pénètre l'œil droit d'Harold. Le roi s'effondre, blessé mortellement. Avant qu'il ne puisse être secouru, un groupe de chevaliers normands pénètre les lignes anglaises et achève le roi tombé. Il mutila tellement son corps qu'il devient difficile à identifier. La mort d'Harold brise l'armée anglaise. Sans leur roi, sans chef pour les commander, les soldats commencent à fuir. Les Huscarls, fidèles jusqu'au bout, forment un cercle autour du corps de leur roi et continuent de combattre. Les Normands les encerclent et les massacrent jusqu'au dernier. Ces guerriers préfèrent mourir plutôt que de fuir. Le reste de l'armée anglaise se désintègre. Les hommes fuient dans toutes les directions. La cavalerie normande les poursuit dans l'obscurité croissante. Des milliers d'Anglais meurent dans la fuite, traqués par les chevaliers normands qui ne font pas de quartier. Certains soldats anglais tentent de se regrouper sur une crête voisine et causent encore quelques pertes aux Normands dans l'obscurité, mais ces dernières résistances sont rapidement écrasées. Quand la nuit tombe complètement, la bataille de Hastings est terminée. La colline est couverte de cadavres. Les deux armées ont subi des pertes terrifiantes. Les Normands ont probablement perdu un quart de leurs effectifs, soit près de 2000 hommes. Les Anglais ont perdu davantage, peut-être la moitié de leur armée. Le roi Harold est mort. Ses deux frères, Gyrth et Leofwine, sont morts également. La noblesse anglo-saxonne a été décimée. Guillaume a gagné la bataille, mais il n'a pas encore gagné l'Angleterre. Son armée est affaiblie et épuisée. Il ne peut pas foncer immédiatement vers Londres. Il passe une semaine à Hastings, soignant ses blessés, enterrant ses morts, consolidant sa position. Les habitants locaux commencent à se soumettre et à offrir leur allégeance aux vainqueurs. Le duc normand refuse de marcher directement sur Londres. Il choisit une stratégie plus prudente. Son armée contourne la ville par le sud et l'ouest, dévastant tout sur son passage. Les Normands brûlent des villages, tuent des paysans, détruisent des récoltes. Guillaume veut terroriser la population et forcer Londres à se rendre sans combat. À Londres, les nobles survivants tentent de s'organiser. L'archevêque de Canterbury et les comtes Edwin et Morcar proclament Edgar Atheling, un jeune prince de lignée royale, comme nouveau roi. Mais Edgar n'a que 15 ans et aucune expérience militaire. Les comtes disposent encore de troupes, mais elles sont dispersées dans le nord et ne peuvent pas arriver à temps pour défendre la capitale. Guillaume s'empare de Winchester, l'ancienne capitale du Wessex, où se trouve le trésor royal. Il s'empare ensuite de plusieurs places fortes autour de Londres. Fin novembre, son armée traverse la Tamise et encercle la ville. Les nobles londoniens réalisent qu'ils ne peuvent pas résister. Ils n'ont plus d'armée, plus de roi capable de les mener, et les Normands contrôlent maintenant tout le sud de l'Angleterre.
Le jour de Noël 1066, Guillaume est couronné roi d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. La cérémonie tourne au chaos quand les gardes normands, entendant les acclamations en anglais à l'intérieur de l'église, croient à une émeute et mettent le feu aux bâtiments environnants. Mais le couronnement est accompli. Guillaume n'est plus simplement le duc de Normandie, il est désormais Guillaume Ier, roi d'Angleterre. Le couronnement ne marque pas la fin de la conquête, mais seulement son début. Une grande partie de l'Angleterre refuse encore de reconnaître Guillaume comme roi. Le nord du pays reste hostile. Les comtes Edwin et Morcar retournent dans leurs terres et préparent la résistance. Des révoltes éclatent un peu partout. En 1067, Guillaume retourne en Normandie, laissant une garnison en Angleterre sous le commandement de ses demi-frères, Odon de Bayeux et Robert de Mortain. Pendant son absence, plusieurs soulèvements majeurs éclatent. Les Anglais attaquent les châteaux normands, massacrent les garnisons isolées. Quand Guillaume revient en décembre 1067, il doit mener une campagne militaire brutale pour réaffirmer son autorité. L'année 1069 voit la plus grande révolte contre la domination normande. Edgar Atheling, toujours en vie, s'allie avec le roi du Danemark, Sven Estridsson. Une flotte danoise débarque dans le Yorkshire et s'empare de York avec l'aide des rebelles anglais. Les comtes Edwin et Morcar rejoignent la rébellion. Pour la première fois, Guillaume fait face à une menace sérieuse pour son trône. La réponse du roi normand est d'une violence inouïe. Il marche vers le nord avec son armée et reconquiert York. Puis il ordonne ce qui entrera dans l'histoire comme le ravage du Nord. Pendant l'hiver 1069 à 1070, les troupes normandes dévastent systématiquement tout le Yorkshire et les comtés voisins. Elles brûlent les villages, détruisent les récoltes, tuent le bétail, massacrent les populations. L'objectif est d'affamer la région et de la rendre incapable de se révolter à nouveau. Les chroniqueurs de l'époque décrivent des scènes d'horreur. Des milliers de personnes meurent de faim pendant l'hiver. Les survivants mangent des chiens, des rats, même de la chair humaine. Des villages entiers disparaissent. 20 ans plus tard, quand les Normands réalisent le Domesday Book, un recensement complet de l'Angleterre, de vastes zones du Nord sont encore enregistrées comme déchets, totalement dépeuplées et incapables de payer des impôts. Cette brutalité brise le dos de la résistance anglaise. Les comtes Edwin et Morcar se soumettent, finalement. Edwin est assassiné par ses propres hommes alors qu'il tente de fuir en Écosse. Morcar est capturé et passe le reste de sa vie en prison. Edgar Atheling s'enfuit en Écosse, puis erre en Europe, avant de finalement se soumettre à Guillaume en 1094. Guillaume transforme complètement la société anglaise. Il confisque les terres de presque toute la noblesse anglo-saxonne et les distribue à ses chevaliers normands. En l'espace de 20 ans, pratiquement toute l'aristocratie anglaise est remplacée par des Normands et des Français. Les anciens nobles sont tués, exilés ou réduits à des positions subalternes. Le roi fait construire des châteaux partout en Angleterre. Des forteresses en pierre remplacent les anciennes fortifications en bois des Anglo-Saxons. La Tour de Londres, commencée en 1078, devient le symbole de la domination normande. Ces châteaux ne servent pas seulement à défendre le pays contre les invasions extérieures, ils servent surtout à contrôler la population anglaise et à écraser toute velléité de révolte. Guillaume réorganise l'Église anglaise. Il remplace les évêques et les abbés anglo-saxons par des clercs normands. Lanfranc, un théologien italien qui a longtemps servi Guillaume en Normandie, devient archevêque de Canterbury. Cette normanisation de l'Église achève la conquête culturelle de l'Angleterre. La langue change également. L'élite normande parle français, tandis que le peuple continue de parler anglais. Cette division linguistique persiste pendant des siècles et laisse une marque profonde sur la langue anglaise moderne, qui emprunte massivement au français pour tout ce qui touche au pouvoir, à la loi et à l'administration. Le système féodal normand s'impose en Angleterre. Guillaume se considère comme le propriétaire ultime de toutes les terres du royaume. Il les distribue à ses barons en échange de services militaires. Les barons, à leur tour, distribuent des portions de leurs terres à des chevaliers. Ce système crée une hiérarchie stricte où chaque homme doit le service à son supérieur, jusqu'au roi au sommet de la pyramide. Pour consolider son contrôle, Guillaume ordonne en 1085 la réalisation du Domesday Book,
un recensement extraordinairement détaillé de toutes les propriétés en Angleterre. Les commissaires royaux parcourent le pays, village par village, enregistrant qui possède quoi, combien de terres arables, combien de forêts, combien de moulins, combien de bétail. Ce document, qui survit encore aujourd'hui, permet au roi de connaître exactement les ressources de son royaume et de taxer efficacement sa population. La bataille de Hastings change le cours de l'histoire européenne. Sans cette victoire normande, l'Angleterre serait restée un royaume scandinave, culturellement et politiquement lié au monde viking. Au lieu de cela, elle devient une puissance liée à la France et au continent européen. La conquête crée des liens durables entre l'Angleterre et la France. Pendant les 4 siècles suivants, les rois anglais possèdent de vastes territoires en France. Ils se considèrent comme des seigneurs français autant que des rois anglais. Ces liens conduisent à des siècles de guerre, culminant avec la guerre de 100 ans qui ne se termine qu'en 1453. La victoire de Guillaume démontre l'efficacité de la cavalerie lourde et de la tactique combinée. Les armées médiévales européennes adoptent le modèle normand, des chevaliers montés, protégés par des armures de plus en plus lourdes, soutenus par des archers et de l'infanterie. Ce modèle militaire domine l'Europe pendant des siècles. L'architecture anglaise se transforme radicalement. Les Normands introduisent le style roman, avec ses arcs arrondis massifs et ses murs épais. Les cathédrales anglo-saxonnes sont démolies et remplacées par d'immenses édifices de pierre. Durham, Canterbury, Winchester. Partout, les bâtisseurs normands effacent les traces de l'ancienne Angleterre et construisent une nouvelle. Le système juridique anglais commence à se former sous la domination normande. Guillaume maintient certaines lois anglo-saxonnes, mais introduit également des éléments du droit normand. Les jurys, les cours royales itinérantes, les précédents juridiques, tous ces éléments qui deviendront caractéristiques du système de common law anglais trouvent leurs origines dans les réformes normandes. Guillaume meurt en 1087, 21 ans après Hastings. Il laisse derrière lui 3 fils qui vont se déchirer pour son héritage. Robert Courteheuse, l'aîné, reçoit la Normandie. Guillaume le Roux, le cadet, obtient l'Angleterre. Henri, le plus jeune, reçoit seulement de l'argent. Cette division crée des tensions immédiates. Les barons qui possèdent des terres des 2 côtés de la Manche se retrouvent dans une position impossible. Ils doivent servir 2 maîtres, souvent en conflit. Beaucoup rêvent de réunifier les possessions de Guillaume le Conquérant sous un seul souverain. Des révoltes éclatent en Angleterre dès 1088, menées par des barons qui veulent placer Robert Courteheuse sur le trône anglais à la place de Guillaume le Roux. Guillaume le Roux, surnommé ainsi pour ses cheveux roux, écrase la rébellion avec une brutalité qui rappelle celle de son père. Il achète la loyauté des Anglais en leur promettant de meilleures lois et moins d'impôts, puis se retourne contre les barons rebelles une fois la crise passée. Son règne est marqué par des conflits constants avec son frère Robert, en Normandie, et avec l'Église, qu'il pille systématiquement pour financer ses guerres. En 1100, Guillaume le Roux meurt mystérieusement d'une flèche lors d'une partie de chasse dans la forêt de New Forest. Son frère Henri se trouve opportunément à proximité. Henri galope immédiatement vers Winchester, s'empare du trésor royal et se fait couronner roi 3 jours plus tard. Beaucoup soupçonnent qu'Henri a orchestré l'assassinat de son frère, mais aucune preuve ne sera jamais trouvée. Henri Ier passe les premières années de son règne à consolider son pouvoir. Il épouse Mathilde d'Écosse, descendante de l'ancienne lignée royale anglo-saxonne, réconciliant ainsi les élites normandes et anglaises. Il promet de meilleures lois et rédige une charte qui limite les abus royaux. Puis, en 1106, il envahit la Normandie et capture son frère Robert à la bataille de Tinchebray. Robert passe les 28 années suivantes en prison, et Henri réunifie l'héritage de Guillaume le Conquérant. La dynastie normande fait face à sa plus grande crise à la mort d'Henri Ier en 1135. Son fils légitime, Guillaume Adelin, s'est noyé en 1120 quand son navire a coulé en traversant la Manche. Henri a passé les 15 dernières années de son règne à essayer d'imposer sa fille Mathilde comme héritière, mais l'idée d'une reine régnante répugne aux barons normands. Quand Henri meurt, son neveu Étienne de Blois se précipite en Angleterre et se fait couronner roi. Mathilde refuse de reconnaître son règne. Le pays plonge dans une guerre civile qui dure près de 20 ans. Cette période, connue comme l'anarchie, voit les barons se comporter comme des seigneurs indépendants,
construisant des châteaux sans permission, levant des armées privées, terrorisant la population. Les chroniqueurs décrivent l'Angleterre comme un enfer sur terre. Les barons pillent les monastères, torturent les paysans pour leur extorquer de l'argent, incendient les récoltes. Le commerce s'effondre. Des famines éclatent. L'autorité royale disparaît complètement dans de vastes régions du pays. Cette anarchie montre à quel point le système mis en place par Guillaume le Conquérant dépend d'un roi fort pour fonctionner. La guerre civile ne se termine qu'en 1153, quand Étienne et Mathilde négocient un compromis. Étienne reste roi, mais à sa mort, le trône ira à Henri Plantagenet, fils de Mathilde. Étienne meurt l'année suivante, et Henri devient roi sous le nom d'Henri II. Il est le fondateur de la dynastie des Plantagenets, qui règne sur l'Angleterre pendant plus de 3 siècles. Henri II hérite non seulement de l'Angleterre et de la Normandie, mais aussi du comté d'Anjou par son père et de l'Aquitaine par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine. Ces possessions font de lui le seigneur le plus puissant de France, contrôlant plus de territoire que le roi français lui-même. Cette situation crée des tensions permanentes entre les rois anglais et français. Les descendants de Guillaume le Conquérant gouvernent désormais un empire qui s'étend de l'Écosse aux Pyrénées. Mais cet empire reste fondamentalement une création de la conquête de 1066. Sans Hastings, sans Guillaume, l'Angleterre serait un royaume scandinave sans possession continentale. Les liens créés par la conquête normande façonnent la politique européenne pendant 4 siècles. Henri II passe plus de temps en France qu'en Angleterre. Ses fils, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, sont plus français qu'anglais. Ils parlent français, pensent en français, considèrent dans leur possession française comme plus importante que l'Angleterre. Pour eux, l'Angleterre n'est qu'une source de revenus pour financer leurs guerres en France. Cette situation commence à changer sous le règne de Jean sans Terre. En 1204, le roi de France Philippe Auguste conquiert la Normandie, l'Anjou et la plupart des possessions continentales des Plantagenets. Jean ne contrôle plus que l'Angleterre et l'Aquitaine. Cette perte force les rois anglais à se concentrer davantage sur leur royaume insulaire. Les barons anglais, épuisés par les guerres continues et les impôts écrasants de Jean sans Terre, se révoltent en 1215. Ils forcent le roi à signer la Magna Carta, un document qui limite les pouvoirs royaux et garantit certains droits aux nobles. Jean signe sous la contrainte et répudie immédiatement le document, déclenchant une nouvelle guerre civile. Les barons rebelles offrent la couronne à Louis, fils du roi de France. Une armée française débarque en Angleterre en 1216. Pour la première fois depuis 1666, un prétendant français menace sérieusement de conquérir l'Angleterre. Mais Jean meurt cette année-là, et son fils Henri III, un enfant de 9 ans, monte sur le trône. Face à un enfant innocent plutôt qu'à un tyran détesté, beaucoup de barons changent de camp. Louis est finalement vaincu et retourne en France. La Magna Carta, malgré son rejet initial, devient un symbole puissant. Les rois suivants sont forcés de la réaffirmer plusieurs fois. Ce document, initialement conçu pour protéger les privilèges des barons, évolue progressivement en un principe plus large de limitation du pouvoir royal. Il pose les bases du développement constitutionnel anglais et influence profondément la pensée politique occidentale. Henri III règne pendant 56 ans, de 1216 à 1272. Son règne voit la consolidation de l'identité anglaise distincte. Les descendants des conquérants normands commencent à se considérer comme anglais plutôt que français. La perte de la Normandie en 1204 a coupé leurs liens avec le continent. Ils parlent encore français à la cour, mais l'anglais redevient progressivement la langue du royaume. Les liens créés par Guillaume le Conquérant continuent d'influencer l'histoire européenne même 3 siècles après Hastings. En 1337, Édouard III d'Angleterre revendique le trône de France. Sa mère était la fille du roi de France Philippe le Bel, et Édouard argue qu'il a un meilleur droit au trône français que Philippe VI, le roi régnant. Cette revendication déclenche la guerre de 100 ans, qui dévaste la France pendant plus d'1 siècle. Cette guerre absurde trouve ses racines dans la conquête normande. Les rois anglais n'auraient jamais revendiqué le trône français sans les liens dynastiques créés par Guillaume et ses descendants. Les mariages entre familles royales anglaises et françaises, les possessions territoriales en France, tout découle de 1066.
Les Anglais remportent de grandes victoires à Crécy en 1346 et à Azincourt en 1415. À un moment, ils contrôlent presque toute la France. Mais l'intervention de Jeanne d'Arc en 1429 change le cours de la guerre. Les Français reprennent progressivement tout leur territoire. En 1453, les Anglais ne possèdent plus que Calais sur le continent. La fin de la guerre de Cent Ans marque aussi la fin de l'empire anglo-français créé par la conquête normande. L'Angleterre devient définitivement un royaume insulaire, sans possession continentale significative. Les rois anglais cessent de se considérer comme des princes français. Une nouvelle identité nationale anglaise émerge, distincte de la France. La bataille de Hastings reste gravée dans la mémoire collective anglaise comme le dernier moment où l'Angleterre a été conquise par une puissance étrangère. Cette bataille marque une rupture brutale dans l'histoire anglaise. L'ancienne élite anglo-saxonne disparaît, remplacée par des conquérants normands qui imposent leur langue, leur culture, leurs lois. Pourtant, la conquête n'efface pas complètement l'héritage anglo-saxon. Les institutions locales survivent. Le système des shires et des hundreds, l'organisation locale du royaume, reste largement intact. Les lois anglo-saxonnes continuent d'être appliquées dans de nombreux domaines. La langue anglaise survit parmi le peuple commun et finit par absorber le français des conquérants, créant la langue anglaise moderne. La tapisserie de Bayeux, brodée dans les années 1070 pour célébrer la victoire de Guillaume, reste le témoignage visuel le plus célèbre de la bataille. Cette bande de lin de près de 70 mètres de long raconte toute l'histoire de la conquête, depuis le serment d'Harold en 1084 jusqu'à sa mort à Hastings. Elle montre les préparatifs de l'invasion, la traversée de la Manche, le débarquement, la bataille elle-même. C'est un document de propagande, certes, destiné à justifier la conquête, mais c'est aussi une œuvre d'art extraordinaire qui nous permet de voir comment les contemporains percevaient ces événements. Les historiens médiévaux, tant normands qu'anglais, écrivent de nombreux récits de la bataille. Guillaume de Poitiers, chapelain de Guillaume le Conquérant, produit une histoire de la conquête qui glorifie son maître. Orderic Vital, moine anglo-normand né quelques années après la bataille, écrit une chronique détaillée qui préserve de nombreux détails sur l'invasion et ses conséquences. Ces textes, combinés avec la tapisserie de Bayeux et quelques autres sources, nous permettent de reconstituer les événements de 1066 avec une précision remarquable pour l'époque médiévale. La conquête de l'Angleterre par Guillaume inspire d'autres aventuriers normands. Des chevaliers normands participent à la Reconquista en Espagne, combattant les Maures et recevant des terres en récompense. D'autres Normands conquièrent le sud de l'Italie et la Sicile, créant un royaume normand qui dure jusqu'au XIIe siècle. Ces expansions normandes transforment la carte politique de l'Europe. Les méthodes de Guillaume deviennent un modèle pour d'autres conquérants. La combinaison de forces militaires, de construction de châteaux, de remplacement des élites locales et de réformes administratives sera copiée par de nombreux souverains médiévaux. Le système féodal normand se répand à travers l'Europe, influençant l'organisation sociale et politique du continent. La conquête enrichit également la Normandie. Le butin rapporté d'Angleterre finance de nombreuses constructions. Les abbayes normandes reçoivent des donations généreuses provenant des terres anglaises confisquées. Les ports normands prospèrent grâce au commerce accru avec l'Angleterre. La Normandie devient l'une des régions les plus riches et les plus puissantes de France. Mais cette richesse crée aussi des tensions avec les rois de France. Les ducs de Normandie, désormais également rois d'Angleterre, deviennent trop puissants pour être de simples vassaux. Ils défient ouvertement l'autorité royale française. Cette situation conduit aux guerres qui aboutissent finalement à la perte de la Normandie en 1204. Que deviennent les Anglo-Saxons après Hastings? La noblesse est presque entièrement éliminée. Ceux qui survivent à la bataille et aux révoltes subséquentes perdent leurs terres et leurs titres. Certains s'exilent en Écosse, en Scandinavie ou même à Constantinople, où ils rejoignent la garde varègue de l'empereur byzantin. D'autres acceptent de servir leur nouveau maître normand, occupant des positions subalternes dans la nouvelle hiérarchie. Le peuple anglais commun souffre terriblement. Les guerres de conquête, les révoltes et leur répression brutale, la construction des châteaux qui nécessitent un travail forcé massif,
les impôts écrasants imposés par les nouveaux maîtres, tout cela pèse lourdement sur la population. Le ravage du Nord de 1069 à 1070 tue peut-être 100 000 personnes, un nombre énorme pour l'époque. Pourtant, les Anglais ordinaires s'adaptent et survivent. Ils apprennent à vivre sous leur nouveau maître. Des mariages mixtes entre Normands et Anglais commencent à se produire, d'abord rares, puis de plus en plus fréquents. Les enfants de ces unions sont-ils normands ou anglais? La question perd progressivement de sa pertinence. En quelques générations, une nouvelle identité anglo-normande émerge, fusionnant des éléments des deux cultures. L'Église joue un rôle important dans cette fusion. Les monastères, qu'ils soient tenus par des moines normands ou anglais, préservent les manuscrits et les traditions des deux cultures. Les saints anglo-saxons continuent d'être vénérés. Les chroniqueurs monastiques écrivent des histoires qui incorporent les traditions anglo-saxonnes et normandes. Cette continuité culturelle aide à créer un sentiment d'identité commune. La bataille de Hastings démontre l'importance de la discipline militaire. Harold perd parce que ses hommes brisent leurs rangs pour poursuivre l'ennemi. Cette erreur tactique, répétée plusieurs fois au cours de la journée, permet à Guillaume de massacrer des portions isolées de l'armée anglaise. Si Harold avait maintenu sa formation intacte, les Normands n'auraient probablement jamais pu percer ses défenses. La bataille illustre aussi le rôle du hasard dans l'histoire. Si les vents avaient tourné plus tôt, Guillaume aurait débarqué en Angleterre alors que Harold surveillait la côte sud avec toute son armée. L'invasion aurait probablement échoué. Si Harald Hardrada n'avait pas envahi le nord, Harold n'aurait pas été forcé d'épuiser son armée dans une marche forcée et une bataille sanglante 3 semaines avant Hastings. Si Harold avait attendu à Londres quelques semaines de plus pour reconstituer ses forces, l'issue de la bataille aurait pu être différente. Ces « et si » historiques fascinent parce qu'ils montrent à quel point l'histoire est contingente. Une flèche tirée au hasard tue Harold et change le destin de l'Angleterre. Si cette flèche était passée 1 mètre plus loin, si Harold avait survécu, l'armée anglaise aurait peut-être tenu jusqu'à la nuit. Guillaume aurait été forcé de battre en retraite, affaibli et démoralisé. Une nouvelle armée anglaise aurait pu le coincer sur la côte et détruire l'invasion normande. Mais l'histoire ne se fait pas avec des « et si ». Harold meurt, Guillaume gagne, et l'Angleterre change à jamais. Cette réalité nous rappelle que les grands tournants de l'histoire se jouent parfois en quelques heures sur un champ de bataille boueux, entre des hommes épuisés qui se battent pour des causes qu'ils ne comprennent pas toujours pleinement. Les conséquences de Hastings se font sentir jusqu'à aujourd'hui. La langue anglaise moderne porte les marques de la conquête dans chacune de ses phrases. Les mots liés au pouvoir, à la loi, au gouvernement viennent du français. Government, justice, parliament, crown, royal. Les mots quotidiens liés à la vie ordinaire viennent de l'anglo-saxon. House, food, work, child. Cette division linguistique reflète la structure sociale post-conquête, où les Normands commandaient et les Anglais obéissaient. Le système politique anglais garde aussi l'empreinte de 1066. Le Parlement britannique descend directement des institutions créées après la conquête. La common law, le système juridique basé sur les précédents et les décisions des cours, émerge des réformes normandes. La monarchie constitutionnelle, qui limite les pouvoirs du souverain, trouve ses racines dans les luttes entre les rois normands et leurs barons. L'architecture anglaise porte les cicatrices de la conquête. Les châteaux normands dominent toujours le paysage. La tour de Londres, le château de Windsor, le château de Warwick. Les cathédrales normandes, massives et imposantes, définissent l'horizon de nombreuses villes anglaises. Ces bâtiments, construits pour intimider et contrôler, sont devenus des symboles de l'identité nationale anglaise. La géographie politique de l'Europe moderne découle en partie de 1066. Sans la conquête normande, l'Angleterre serait peut-être restée liée au monde scandinave. Elle n'aurait pas développé les liens avec la France qui ont mené à des siècles de guerre, mais aussi d'échanges culturels. La relation spéciale entre l'Angleterre et le continent européen, faite d'attraction et de répulsion, de coopération et de conflits, trouve ses origines sur la colline de Senlac le 14 octobre 1066. Guillaume le Conquérant meurt en 1087, après une chute de cheval lors d'un raid en France.
Son corps, transporté à Caen pour être enterré dans l'abbaye qu'il a fondée, ne trouve pas la paix même dans la mort. Pendant la cérémonie, un incendie éclate dans la ville. Les gens fuient l'église, laissant le cercueil du roi. Quand ils reviennent, le corps gonflé de Guillaume, trop gros pour le cercueil, explose lorsqu'on tente de l'y faire entrer de force. La puanteur est telle que la cérémonie doit être précipitamment achevée. Cette fin grotesque semble un jugement ironique sur un homme qui a causé tant de souffrances. Guillaume a conquis un royaume, fondé une dynastie, changé le cours de l'histoire. Mais à quel prix? Des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans ces guerres. Des régions entières ont été dévastées. Une culture ancienne a été écrasée et remplacée de force. Les chroniqueurs anglais, écrivant des générations après la conquête, portent un jugement sévère sur Guillaume. Ils reconnaissent sa force et sa détermination, mais ils n'oublient pas les souffrances qu'il a infligées. La chronique anglo-saxonne, compilée par des moines anglais, décrit Guillaume comme un homme dur et impitoyable, qui ne reculait devant aucune cruauté pour maintenir son pouvoir. Les Normands, évidemment, voient les choses différemment. Pour eux, Guillaume est un héros, un conquérant légitime qui a réclamé ce qui lui revenait de droit. Les chroniqueurs normands le décrivent comme un roi pieux, un administrateur compétent, un guerrier courageux. Cette divergence dans les récits historiques persiste pendant des siècles, reflétant les divisions créées par la conquête. Le 14 octobre 1066 marque la fin d'une époque et le début d'une autre. L'Angleterre anglo-saxonne, ce royaume qui avait survécu aux invasions vikings, qui avait développé sa propre culture et ses propres institutions, disparaît en une seule journée. À sa place naît une Angleterre normande, tournée vers le continent, intégrée dans le monde féodal français. Cette transformation n'est pas une simple conquête militaire, c'est un remplacement complet des élites, une restructuration totale de la société, une refonte des institutions. Guillaume ne se contente pas de s'emparer du trône anglais. Il démonte systématiquement l'ancien ordre et le remplace par quelque chose de nouveau. Le processus est brutal et sanglant. Les révoltes contre la domination normande sont écrasées avec une violence extrême. Le ravage du Nord reste l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire anglaise médiévale. Guillaume ne cherche pas à gouverner les Anglais avec leur consentement. Il impose sa volonté par la force et maintient son pouvoir par la terreur. Pourtant, malgré cette violence, quelque chose de nouveau et de viable émerge des cendres de l'ancienne Angleterre. La fusion des traditions anglo-saxonnes et normandes crée une société dynamique et puissante. L'Angleterre médiévale devient l'un des royaumes les plus riches et les mieux administrés d'Europe. Les institutions développées après la conquête posent les bases de la future puissance britannique. La bataille de Hastings nous rappelle que l'histoire se fait dans le chaos et la violence. Un homme, Guillaume de Normandie, décide de conquérir un royaume. Il rassemble une armée, traverse la mer, affronte son rival dans une bataille qui dure une journée. Ce jour-là change le destin de millions de personnes, non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe. Les échos de cette bataille résonnent encore aujourd'hui, 9 siècles et demi plus tard, dans la langue que nous parlons, dans les institutions que nous avons héritées, dans la géographie politique du monde moderne.